Une fois de plus, nous sommes heureuses de retrouver nos fidèles téléspectatrices et nos fidèles téléspectateurs. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci encore à Zouk TV de nous permettre de présenter cette 10e édition de Femme Mauvaise Io. Donc nous revoilà pour plusieurs rubriques, pour plusieurs sujets que nous allons développer maintenant. Alors avant même de passer aux différents sujets, il nous paraît important de présenter encore l'association Culture Égalité. C'est vrai que d'autres personnes nous rejoignent, d'autres personnes regardent l'émission pour la première fois et nous avons préparé une petite vidéo pour vous qui présente nos objectifs, nos missions. Alors regardons-la ensemble et à tout à l'heure. Alors, cette présentation faite, vous voyez que nous sommes une association extrêmement dynamique. L'objectif est vraiment d'informer les femmes le maximum sur tout ce que nous faisons et puis surtout de renforcer le pouvoir des femmes, leur liberté, leur donner le maximum d'autonomie. Mais nous allons commencer, comme d'habitude, avec Géraldine et son billet d'humeur. Merci Géraldine. Alors, dans cette rubrique, nous posons des questions essentielles et nous essayons d'y répondre. Cette année, comme vous l'avez peut-être deviné en voyant dans les rues, le thème de la campagne contre les violences faites aux femmes, c'est « Toutes les prostitutions sont une violence ». Et nous, évidemment, une question nous taraude. À quoi sert la prostitution? Alors, la prostitution est, paraît-il, le plus vieux métier du monde. Donc, avant les cueilleurs, avant les chasseurs, il y avait les prostituées. Voilà, on mangeait pas, mais on... Bon. Alors,
On nous dit que vouloir la disparition de la prostitution, non seulement c'est utopique, le plus vieux métier du monde, mais c'est dangereux. Alors oui, parce que la prostitution remplirait une fonction sociale indispensable, préserver les honnêtes femmes, c'est-à-dire pas nous, des appétits sexuels autrement incontrôlables, des mâles de notre espèce. Oui, parce que nous, tu croyais être une honnête femme? Non. Alors, imaginons donc, je me suis dit qu'on allait imaginer un monde sans prostituées. Donc imaginons, 2 femmes se promènent sur le Malécon avec leur mari. Bord de mer. Oui, sur le bord de mer, oui, pardon. Alors, dites donc, Maryse, tu te souviens de Cécile? Ouais, eh ben, son mari, il a attaqué leur voisine de 97 ans. Ah bah oui, depuis que la loi est passée, plus de prostituées. Ouais, je sais, c'est triste. Trop de pulsions. Ah bah oui, il a fallu la battre. Non, il était sympa. Maryse, fais gaffe là. Je vois nos hommes, ils foncent vers la petite là, avec sa mère. Mais il faut pas se gêner, madame, enfin. On se promène pas avec une petite sans qui monte ses jambes alors qu'on sait qu'il y a des hommes ici sur le bord de mer. Non mais machin. Richard, c'est mon mari. Ne te frotte pas, mademoiselle. Madame, demandez à votre fille d'arrêter de pleurer. Bah oui, parce que ça l'excite encore plus. Richard, respire, pense aux enfants. Lâche la dame. Mais Maryse, aide-moi, j'arrive pas à le tenir. Bon, évidemment, pour la malheureuse, pas de bol. Maryse, sa copine, elle est occupée parce que son mari, il est en train de charger une contractuelle, là, un peu plus loin, parce que cette dernière, elle a touché sa voiture et il s'est dit, oh là là, ça y est, une invite. Donc il y est allé. Alors après ce petit portrait un peu apocalyptique, bah oui mesdames, donc d'après cette théorie des pulsions sexuelles masculines, vos pères, vos maris, vos fils, être si gentils habituellement, ne sont pas en fait des êtres humains. Ce sont des gremlins. Alors je ne sais pas si les plus jeunes se souviennent de ce film. Les gremlins, on voit une photo, c'était ces petits êtres très gentils qu'on achetait qui ressemblaient à des espèces de petits koalas miniatures qui faisaient des petits bruits. Et si on les exposait à la lumière et qu'on les nourrissait après minuit, ils devenaient des monstres sanguinaires. Et bien c'est ça, vos maris, vos fils, vos pères sont des gremlins, et s'ils ne sont pas leur dose de sexe quotidienne, voire biquotidienne, enfin bref, chacun sa croix, ils se transforment en des bêtes enragées. Ça fait peur quand même quand on y pense, donc voilà. Mais imaginons, nous on croit que c'est pas vrai, mais enfin imaginons que les gens qui nous disent que la prostitution est une fonction sociale, imaginons que ces gens aient raison. Alors là, les féministes, nous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, il y a un truc qui nous turlupine, parce que ça voudrait dire donc que les plus pauvres, les plus vulnérables, parmi nous, les femmes, auraient donc pour fonction sociale de subir les assauts sexuels qui nous seraient ainsi épargnés, à nous, les femmes les plus éduquées, les plus protégées, les plus fortes, ce qu'on appelle les honnêtes femmes, quoi. Et puis, comme ces femmes reçoivent de l'argent en échange, l'argent, entre parenthèses, donc 97% d'entre elles ne voient pas la couleur. Ça nous permet, en fait, de nous acheter une conscience et de nous dire que, bon, après tout, c'est un métier, quoi. Donc, c'est bon. C'est dégueulasse, non? Enfin, je sais pas. Voilà. Ouais, c'est inhumain. Monstrueux. Ouais. Oui. La prostitution est une violence. Je vous remercie. Merci Géraldine pour ces mots d'humeur toujours très caustiques, qui font rire certains, peut-être certaines, et peut-être pas du tout les autres. Merci, mais enfin bon, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Ce qu'on peut. Exactement. Voilà. Alors notre association Culture Égalité, qui est une association extrêmement dynamique, a eu dans les semaines qui ont suivi des activités. Nous avons le plaisir de vous montrer des photos qui vont accompagner notre présentation. Alors tout d'abord, nous avons, comme chaque année, pour la Lumina Sophie, pour les Surrections du Sud, rendu hommage à Lumina Sophie. Mais avant, nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous des camarades d'Haïti, l'association Le Gard et l'association des droits humains. Donc nous avons organisé 2 conférences, une conférence à la mairie de Fort-de-France sur les droits humains. Nous avons à peu près une 70 personnes dans la grande salle de la mairie de Fort-de-France. Nous avons continué l'hommage à Lumina Sophie avec une marche, la traditionnelle marche. Nous avons pas eu de pluie cette fois-ci, il y a eu beaucoup de soleil, nous avions eu très très chaud, mais c'était une marche très conviviale. Et avec nous, nous avons des associations qui ont participé à cette marche. Il y a eu la DPKM, qui est une association culturelle de la ville de Rivière-Pilote. Nous avons eu aussi l'association Acapa, avec Imelda Marie-Louise d'ailleurs qui a chanté. Nous avons eu aussi l'association
Faire une différence de Steve Gadet. Donc on essaie autant que possible, chaque fois que nous avons une activité, d'avoir d'autres associations avec nous, parce que bon, Culture Égalité toute seule, c'est très gentil, mais c'est mieux d'être ensemble, de créer des liens, d'aller chercher d'autres, et c'est pour ça que nous le faisons, mais c'est important pour nous pour justement avoir ce qu'on appelle ce liénage, et puis qu'on puisse aller dans le même sens. D'ailleurs, c'est des gens qui ont des associations qui peuvent, voilà, tout à fait. Contact à asso.culture.égalité. On lui donnera @gmail.com. Alors, toujours dans la rencontre avec d'autres associations, nous avons animé, Sylvie et moi, une formation, une petite formation pour des personnes de aide, avec les volontaires de aide. Alors, les volontaires de Culture Égalité et les volontaires de aide ont rencontré des femmes migrantes sur la question ma santé, ma sexualité. C'était absolument génial, très sympathique, et on a un bel échange avec ces femmes-là et les amener à, toujours dans notre objectif de la prise de conscience de comment se construisent les inégalités et comment on peut déconstruire tous ces stéréotypes. Et puis bon, nous avons notre grand projet que nous sommes arrivés au bout, c'est la réalisation du film sur Suzanne Roussy-Césaire, cette grande femme, qui est cette femme oubliée, cette femme dont on n'a pas du tout parlé, et je vous assure, on a intérêt à la connaître, intérêt à connaître son histoire. Donc nous avons projeté ce film, tout près de Zouk TV d'ailleurs, et c'était un moment extraordinaire, et les gens découvraient en même temps l'histoire de la Martinique, puisque l'histoire de Suzanne Roussy-Césaire était mise dans un contexte historique. Donc d'ailleurs, ce film peut être diffusé en direction de plusieurs associations. Donc il est à votre disposition. Il suffit de nous solliciter pour animer dans des bibliothèques, dans des associations culturelles. Et puis bon, nous avons commencé notre campagne violence avec une distribution de tracts. Nous sommes allés à la rencontre de la population samedi matin. On a distribué beaucoup de tracts samedi matin. Et ensuite, nous avons eu le soir, samedi, notre conférence avec une jeune doctorante qui est française, qui vit à Chicago, qui fait ses études à l'université de Chicago. Et le thème de la conférence était l'histoire de la prostitution. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer à Culture Égalité. En Martinique. En Martinique, oui, c'était. Et nous pensons que ce serait intéressant de refaire cette conférence si elle restait un peu plus longtemps, parce que je crois que ça vaut la peine d'être écouté et d'être entendu. Alors, et nous continuons. Voilà notre activité à Culture Égalité, plus le journal que nous avons fait. Pour tout ça, je pourrais dire qu'on m'avait promis, parce que un gratin de banane jaune que je n'ai jamais eu. C'est-à-dire qu'on me fait trimer là, parce que là on est plusieurs, mais vous ne voyez que trois, mais il y a les autres aussi. Et celle-là, elle nous promet d'être, tu vas voir, viens distribuer des tracts, il y aura rien. Je voulais élever une protestation. Non, officielle, voilà, c'est dit, c'est fait. On a eu l'occasion de rencontrer une professeure de l'université du Québec, Diana Lamoureux, et nous étions très contentes de déjeuner avec elle samedi à midi. C'était une très belle conférence organisée par l'Université des Antilles sur les discriminations. Et c'était vraiment un moment très très fort. Et nous avons aussi rencontré Stéphanie. Ah, ça je ne sais pas. Elle est charmante. Stéphanie Mulot, oui. Et qui faisait cette conférence. Donc on est on n'a pas toujours sur la brèche. Voilà, toujours sur la brèche. Voilà. Donc si vous voulez vraiment participer à créer cette société que nous voulons d'égalité, rejoignez-nous, parce que on passe, et puis tout ça se fait dans la joie. Ça, il faut vous assurer que c'est vrai que on n'est pas dans la crispation, c'est pas un boulot, c'est pas un travail, et voilà. Donc et maintenant nous allons passer à notre émission, à notre rubrique. Maintenant, nous allons passer à notre rubrique Droits Femmes. Cette année, nous avons la campagne violence qui a débuté, et nous avons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle a commencé avec l'ouverture de la campagne, le 19, ces violences faites aux femmes qui sont encore toujours très, très présentes dans notre société. Ce matin encore, j'avais une mère qui m'appelait pour sa jeune fille de 19 ans en classe, et un monsieur qui la poursuit dans la classe même,
pour la chercher. Vous savez, c'est vraiment très... Je le dis parce que c'était quand même un peu dur ce matin quand on m'a appelé. Enfin bref. Et c'est pas le seul cas. De le dire, parce qu'il y a aussi, en 2014, on a annoncé que 135 femmes étaient mortes sous les coups, en France sous le coup de leur conjoint. C'est pire que l'année précédente. Ça veut dire que les violences n'augmentent pas et il y a eu aussi 25... ne baissent pas. Voilà, exactement. Les violences ne baissent pas, contrairement à ce qu'on voudrait nous dire. On nous dit quand même trop souvent que l'égalité est atteinte, que les femmes ont obtenu tout ce qu'elles souhaitaient, qu'elles sont dans la société au même titre que les hommes. C'est la preuve que non, puisqu'elles sont traitées différemment. Et puis surtout en période de crise, comme les femmes sont dans une relation de domination, enfin je veux dire, tous les chiffres le montrent, en période de crise, cette domination s'accroît avec une violence accrue, donc du coup effectivement, voilà. Et puis il y a cette violence qui est une violence physique dont vous avez parlé, mais il y a cette violence qui est une violence, la violence psychologique, morale, qui est terrible quand on rencontre ces femmes, dans quel état elles sont, elles perdent leurs cheveux, elles n'endorment plus et puis elles sont laminées, elles n'existent plus en tant que citoyennes. Donc il y a vraiment toute une prise de conscience et c'est pour ça que nous avons fait cette petite vidéo que nous allons vous montrer pour dire que la violence envers les femmes, ça nous concerne toutes, qu'il faut s'engager et que aujourd'hui, 25 novembre, il faut vraiment que cette journée, nous ne restions pas indifférents à ce thème-là. Et d'ailleurs, l'origine de cette journée est tellement violente aussi par l'histoire des filles Mirabal. Donc nous ne pouvons, de République dominicaine, nous ne pouvons pas rester insensibles. Et c'est l'action de chacune, de chacun qui fera que les choses vont changer et aussi l'éducation que nous donnons à nos enfants. C'est pour ça qu'il faut regarder régulièrement quand et quand pour savoir comment on construit des garçons qui ne soient pas des petits machos, des petits virils. Donc la seule chose c'est ça, qui se construisent dans la domination et la jeune fille qui se construit dans la soumission. Donc nous regardons ensemble cette vidéo. Donc, pour cette année, nous avons le thème qui a été choisi par la délégation droits des femmes, par la préfecture, c'est la prostitution. Toute prostitution est une violence. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce qu'effectivement, on pense avant tout à la prostitution de rue, parce que c'est celle que l'on voit. Mais il y a toute cette prostitution inorganisée, invisible, ou organisée d'ailleurs, parce que sur Internet, en l'occurrence, elle est extrêmement bien organisée. Donc celle-là, on ne la voit pas, puisque les rendez-vous se donnent en ligne et les rendez-vous se font au-delà, hors de la vue du citoyen lambda et de la citoyenne lambda. Et puis il y a toute cette prostitution que l'on ne veut pas voir, ces femmes qui, dans la misère, choisissent, en mettant beaucoup de guillemets bien sûr, d'utiliser leur corps pour pouvoir survivre, vivre, ou être elles-mêmes à la rigueur victimes de cette société de consommation qui les encourage tellement à consommer qu'elles n'ont pas de limite. Et il y a peut-être aussi un problème d'éducation, et d'où on revient à ton émission, à ta rubrique Quand et Quand d'ailleurs. Oui. Parce que cette prostitution-là augmente aussi beaucoup.
Et cette prostitution de rue, et cette violence de cette prostitution de rue, si on pouvait aussi en parler de cette prostitution-là. Alors justement, il y a une association en France, le DI, qui a fait une étude assez nouvelle sur la prostitution, parce qu'on parle tout le temps de la prostitution dans les relations hommes-femmes, la violence homme-femme, mais eux, ils l'ont chiffré. Et en fait, c'est assez hallucinant parce que chiffré, ça donne une réalité très importante, des choses qu'on n'imagine pas en fait. Déjà en France, 37 000 personnes sont prostituées. Parmi ces 37 000 personnes, 85 000 d'entre elles sont des femmes. Donc il y a quand même 15%, 85% sont des femmes. Mais dans ces 85% de femmes, 93% sont issues de la traite, c'est-à-dire du trafic humain entre des pays d'Afrique de l'Ouest, l'Europe de l'Est et la Chine. La Chine beaucoup, monte beaucoup. Et ces chiffres cachent aussi une chose qui est encore plus grave, c'est que cette violence de la prostitution que l'on a tolérée jusqu'à présent, puisqu'on n'est toujours pas à l'abolition, eh bien elle est la porte ouverte à d'autres violences qui s'autorisent. Et du coup, la demande, parce que c'est la demande qui fait la prostitution, la demande en mineurs augmente. Et aujourd'hui, en France, on pense à peu près qu'il y a 10 000 enfants qui se prostituent. 10 000 enfants, mais ça c'est un chiffre qui est sous-estimé certainement, parce qu'il est assez difficile à évaluer, parce que non seulement ces enfants sont issus aussi de la traite, mais il y a aussi toutes ces jeunes filles essentiellement qui sont victimes de violences chez elles, qui fuguent, en fait qui sont la proie des prostituteurs. Et en fait la prostitution, et comme il y a une demande, eh bien on les met sur le trottoir. Donc ça c'est le premier chiffre, qui est quand même assez... Le chiffre d'affaires de la prostitution, si on peut parler de chiffre d'affaires, 3,2 milliards d'euros par an qui vont directement dans les poches des prostituteurs. Sur ce chiffre... Des proxénètes. Qui vont chez les proxénètes, oui. Exact. Parce qu'il faut bien rappeler que ce ne sont pas les prostituées qui perçoivent les revenus de leur prostitution. Dans la grande majorité, les 85% ne perçoivent pas les revenus de leur prostitution. Je ne parlerai jamais de travail. Sur ces 3,2 milliards, déjà, il y a pratiquement 9 millions d'euros qui vont dans les paradis fiscaux pour alimenter d'autres trafics, du style armes, drogue, etc. 311 millions représentent le coût humain de la prostitution, c'est-à-dire le coût pour réparer les violences physiques et sexuelles dont sont victimes les prostituées, parce qu'on ne parle jamais suffisamment de la violence qu'elles subissent. Quand une femme subit autant de violences sexuelles chaque jour, son corps ne le supporte pas, évidemment. Surtout les perceuses vaginales ne sont pas faites pour avoir 50, 20, 30, 10... Exactement, le corps humain n'est pas fait pour ça. Non désiré en plus. Voilà, exactement. Tout à fait. Voilà, avec tout ce que ça implique. 306 millions d'euros, c'est le coût social indirect, c'est-à-dire le coût des homicides et des suicides, ce qui signifie hospitalisation, suivi psychologique, etc. Et donc que la société est obligée des charges que la société est obligée d'engager pour que ces personnes puissent reprendre le dessus, reprendre vie, si on peut dire. 86 millions de frais médicaux à l'issue, évidemment, des violences qu'elles subissent. Et donc je vous rapporte ça aux 3,2 milliards d'euros qui tombent dans les poches des proxénètes. La société subit elle aussi le coût de la prostitution. Et tous les jours, en fait, chacun d'entre nous paye pour que des proxénètes se remplissent les poches et contre des femmes qui subissent des violences. Donc c'est assez hallucinant. Et 58 millions d'euros sont le coût de l'hébergement, des campagnes de prévention, le coût de la précarité, le coût des suivis psychologiques, social, la rupture du lien. Il faut abolir la prostitution. Exactement. Il faut abolir la prostitution parce que si les prostituteurs, les proxénètes perçoivent 3,2 milliards d'euros, la société, c'est-à-dire nous, les citoyens et les citoyennes, nous payons chaque année 1,6 milliards d'euros pour compenser en fait les violences, pour réparer les violences subies par ces femmes et organisées par les prostituteurs. Donc c'est quand même assez hallucinant.
Moi j'ai lu un article qui critique beaucoup les chiffres que tu viens de donner dans Le Monde. Peut-être que des gens qui nous regardent l'ont lu. Et alors ce qui me frappe dans ces critiques, c'est que même si il y a peut-être des chiffres qui n'ont pas été extrêmement, il y a peut-être des choses qui sont contestables dans la façon de calculer. Même si à la limite on est un peu en deçà, les chiffres sont quand même assez forts. Et surtout, il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est que finalement on considère toujours que la prostitution remplit une fonction aussi économique. Et l'argument qu'on nous donne souvent, c'est que c'est une fonction économique pour les femmes qui sont dans la pauvreté et qui n'ont d'autre choix que se prostituer. Donc d'abord, moi par exemple, j'en connais, il se trouve que je travaille à la prison, au centre pénitentiaire de Ducos, où je vois des femmes qui sont là, qui ne sont pas incarcérées pour des faits de prostitution, mais qui sont incarcérées pour des faits qui sont annexes à cette prostitution, et qui, d'abord, elles ont pratiquement ce sont toutes des femmes qui ont subi des traumatismes sexuels, c'est pratiquement du 100% dans l'enfance. Oui, d'ailleurs, on le dit, toutes les femmes qui ont subi des incestes, des viols, pratiquement toutes sans exception. Toutes celles que je connais, en tout cas sans exception, il n'y en a pas une qui n'est pas là-dedans, qui n'est pas comme ça. Elles ont, en fait, il y a quelque chose qui est extrêmement frappant, c'est que ces femmes vivent, quand on les interroge, elles ne voyaient pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'il y en a une qui raconte comment elle avait le choix, elle est colombienne, il y avait sa famille, ses parents, etc. Ils dormaient par terre. Et qu'elle a vu dans les telenovelas qu'elle était dans la culée, enfin il n'y avait pas d'argent, elle a essayé de travailler, elle gagnait des salaires de misère, et elle ne voulait pas dormir par terre. Et il y avait des telenovelas où on voyait des femmes, alors elles n'étaient pas sur le trottoir, mais enfin elles se vendaient à des hommes, on voyait, c'était clair, enfin je veux dire, elle choisissait un homme pour son pouvoir financier, et elle se vendait à ces hommes. Donc elle a choisi la prostitution. Donc c'est pas un choix économique, c'est quelque chose qui est dans le désespoir. Et qu'il y a un moment, il faut comprendre que le client, la nouvelle loi qui va pénaliser le client, on peut se dire c'est dégoûtant, après tout, le plus vieux métier du monde, donc qui n'est pas un métier, qui est le fruit de la misère économique, sociale, psychologique, tout ça parfois en même temps, ou du trafic humain, qui est quand même la grande majorité. Tout à fait. Eh bien ça, finalement, c'est quelque chose qui est considéré comme ces femmes sont dans la misère, eh bien elles ont eu le choix. Or si elles ne sont pas dans la misère, c'est pas ça qu'elles choisiraient. Enfin je veux dire, on est toutes pareilles. Moi, pourquoi on choisit pas ça? C'est parce qu'on a d'autres options. Donc, et déjà la première violence, moi je crois que c'est cette société qui ne nourrit pas ce monde, qui ne nourrit pas les hommes et les femmes qui y sont. C'est-à-dire aux personnes d'accéder aux droits les plus élémentaires. Et on a de plus en plus de personnes pauvres dans le monde, d'ailleurs chez nous, dans la précarité, pour revenir à chez nous, on a de plus en plus de personnes qui sont dans la précarité, dans la pauvreté, et dans le monde entier. S'il y en a qui viennent chez nous, c'est parce qu'ailleurs, elles n'ont pas les moyens de subsistance. Donc c'est déjà quelque chose où cette société capitaliste qui crée des profits extraordinaires pour un petit nombre, mais crée en même temps une grande pauvreté. Donc là aussi, c'est une violence et ces femmes sont acculées à vendre leur corps. Alors il y a des gens... Alors oui, ces femmes sont acculées, c'est que la grande majorité d'entre elles ont été acculées par d'autres, par des tiers. Oui. Ce qui n'est pas la même chose. C'est pas elles qui ont fait le choix. Elles subissent déjà une première violence en étant obligées de se prostituer pour des tiers. C'est pas elles qui l'ont choisi. Il y a un dépliant, très très grand dépliant dans le quotidien de la Martinique. Je pense qu'il faut le lire, qui est sorti aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont fait une enquête pour une institution. Et c'est vrai que dans tous ces témoignages, on dit qu'elles le disent, ces femmes. Oui, aujourd'hui, il y en a un qui est sorti. Il est sorti hier. Oui, hier. Oui, il est sorti le 24. Ah, oui, il est sorti hier. Qui disent qu'elles mentent à leurs enfants. Il y en a qui disent que je travaille dans une pizzeria et aucune ne dit qu'elle est fière d'être prostituée. Aucune. Alors, bien entendu, il faut se donner un genre dans la rue. Elles ne vont pas vivre cachées sous les tables. Mais ce sont des situations extrêmement difficiles. Et justement, les gens ont des attitudes extrêmement humiliantes envers elles, à leur rencontre, de la discrimination, on les regarde avec mépris. Donc, oui, tu voulais dire quelque chose. Juste pour le client, je ramenais au client, c'est quand même quelque chose que cette
nouvelle loi qui pénalise les clients, elle est vécue par certains comme une espèce d'assaut de puritanisme, etc. Il faut quand même savoir que, et messieurs, si vous avez allez voir les prostituées, je pense que beaucoup d'entre vous ne se posent pas la question. En fait, vous avez envie d'avoir un rapport sexuel avec un autre être humain qui se trouve être une femme, et donc vous allez la payer. Mais en fait, il faut bien que ces hommes-là comprennent, et vous, messieurs, si vous êtes clients de prostituées, que vous compreniez que c'est pas d'un certain point de vue, de façon objective, vous jouissez de la misère de la personne qui est avec qui vous avez ce rapport. Donc vous n'êtes pas dans un rapport égalitaire, et ça c'est peut-être quelque chose qui vont gêner, enfin je l'espère, certains d'entre vous, parce que c'est quand même une image. Non, mais je pense que les gens souvent choisissent de ne pas voir. C'était ce que je disais en riant. On choisit de ne pas voir. Il y a un moment, il faut arrêter de choisir de ne pas voir, et qu'il faut regarder l'être humain qui est en face de soi et se dire c'est un être humain qui est comme moi, qui a en gros les mêmes sentiments je vais pas imiter, je vais pas paraphraser Shakespeare et le Marchand de Venise, mais enfin en gros que si on le pince, il a mal, et que si on le coupe, il saigne. Et c'est exactement la même chose. C'est pas parce que c'est une femme et c'est pas parce qu'elle est prostituée. C'est exactement la même chose. Et puis juste un truc sur la prostitution, après je me tais. Je vous rappelle que on n'est pas. Il y a quelque chose qui est interdit. On nous dit finalement c'est l'offre et la demande, une nécessité économique. Il y a une autre nécessité économique dans certains pays du tiers-monde qui est le trafic d'organes. Et alors là, ce qui m'étonne toujours beaucoup, c'est que dans le trafic d'organes, il y a là encore, il y a des gens qui sont enlevés, mais c'est pas la majorité. La majorité s'il y a un trafic sur Internet incroyable, c'est des gens qui sont volontaires pour donner leur rein, par exemple. Faut quand même le savoir, ou un bout de moelle épinière, ou un bout de foie, parce que le foie, on donne des bouts de foie aussi. Bon. Ces gens-là, donc, ils sont volontaires. Il n'y a personne qui a un fusil derrière eux, etc. Pourquoi ils sont volontaires? Mais parce qu'ils sont dans la misère. Et alors là, tout le monde trouve ça immonde, inacceptable. Comment? Le trafic d'organes? Quand c'est les femmes, et souvent ça se fait dans de bonnes conditions, quand ils ne sont pas enlevés, ça se fait plutôt dans de bonnes conditions, c'est un trafic florissant. Bon. Donc les gens ils reviennent, ils reviennent, ils sortent de l'hôpital, et puis ils ont parfois dans certains pays, ça peut aller jusqu'à 150 000 euros, 50 000 euros en Inde, ça vous change votre vie, ça change la vie de votre famille. Donc là tout le monde trouve ça scandaleux, moi aussi d'ailleurs, je trouve ça scandaleux. Par contre, quand c'est une femme qui, poussée par la misère, vend ou loue son utérus avec des conséquences sur sa santé désastreuses quand même, physique, désastreuses, effroyables, bien plus grave que de se faire prendre un bout de foie. C'est un peu dur pendant un certain temps, mais enfin ça va, après tout est rentré dans l'ordre. Donc effroyable, là on trouve que c'est une nécessité économique, un mal nécessaire, le plus vieux métier du monde, ne soyons pas puritains, oui j'ai le droit à ma jouissance. Voilà, donc je voudrais juste soumettre ça deux poids, deux mesures, c'est quand même assez intéressant. C'est pour éviter les viols. Donc, oui, ça c'est pour les pulsions, soi-disant. Voilà, les pulsions. Justement, en plus, les villes où la prostitution a été légalisée, organisée, etc., en fait font marche arrière aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, parce que précisément, dans les études, ils se rendent compte qu'en légalisant la prostitution, en fait, ils ont légalisé la violence faite aux femmes, et ils se rendent compte que dans le monde plus général, la violence augmente elle aussi. C'est-à-dire qu'en acceptant la violence vis-à-vis d'une catégorie de femmes, les prostituées, en fait, on augmente aussi la violence dans la population générale et contre les femmes en général. Mais oui, ça... Et c'est logique. Oui, parce qu'en fait, ça montre que la femme est dans une situation très inégalitaire et c'est un objet sexuel. Si elle est un objet sexuel pour une catégorie, mais c'est pour tout le monde. Donc voilà, pourquoi pas les autres. Donc c'est justement cette conception, les rôles des femmes et des hommes dans cette société vers lesquels il faut combattre ça. Et combattre ça, c'est éduquer nos enfants autrement, c'est arrêter d'accepter les vieilles blagues sexistes, arrêter c'est tout un cheminement, une prise de conscience. Donc il faut non, c'est vraiment considérer les femmes comme moins que rien. Et d'ailleurs, on l'a montré, l'hypersexualisation qu'il y a actuellement n'aide pas nos jeunes filles à avoir d'autres modèles que des femmes demi-prostituées. Quand on regarde les clips, quand on regarde tout, les clips de Gilo et de je sais plus qui s'appelle Bouti, donc le cul. En gros, moi je suis tombée de ma chaise, c'est-à-dire que c'est ça. Donc en fait, évidemment, quand on voit ça, on se dit tiens pourquoi voilà, c'est finalement aller le vendre. Le pas est pas très très long en tout cas parce que c'est ça qui me donne une valeur. C'est la taille de mon postérieur et la façon dont je le secoue. Donc effectivement, donc moi, je trouve que oui. Et ça aussi, on doit vraiment se mobiliser, on doit se battre contre ça.
ne pas accepter sur nos territoires. Les citoyens d'ailleurs des communes devraient dire aux maires, nous ne voulons pas de telles publicités. Quand il y a des publicités qui montrent les femmes dans des situations qui dégradantes, eh bien, on doit se mobiliser et dire que ce n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, on devrait aussi avoir une déontologie par rapport aux clips qu'on nous montre. Parce que là, c'est vraiment notre jeunesse qui est en danger. En danger, parce que les jeunes femmes s'identifient à ça, à ces femmes qui sont... Et puis les garçons, dans des... Et puis les propos, on ne comprend pas tout, surtout dans les spots, dans les clips anglais, mais c'est homophobe, tout y passe, sexiste et tout. Je voudrais juste aussi dire, par exemple, il y a une jeune femme dont je voulais lire le nom qui s'appelle Amélia, parce que qui a été... qui a tué sans intention de le donner, ça y est, maintenant c'est requalifié, un client, c'était juste après la mort de Ramona, l'assassinat de Ramona, oui, pour ce défunt-là. Elle a tué ce client qui exerçait des violences sur elle de façon dont elle se défendue. Bon, elle l'a tué, c'est affreux, parce que c'est toujours affreux, il faut toujours se lamenter de la mort d'un être humain. Elle a tué ce client, bon, elle se retrouve en prison, ça a été requalifié finalement en violence sans intention de la donner. Cette femme, ce qui est extraordinaire, c'est quand elle vous montre son corps, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un corps de quelqu'un qui a vécu la guerre. Elle dit alors ça, elle soulève son t-shirt et là vous êtes effaré, donc il y a des cicatrices absolument monstrueuses. Elle dit alors ça c'est un coup de coutelas en Guadeloupe, ça c'est un coup de couteau en Martinique, ça c'est la morsure d'un client, puis c'est pas la morsure d'amour, on dirait un Rottweiler, enfin c'est un bout de chair qui manque. Voilà, donc ça, et elle vous présente ça comme si c'était normal. Bon, donc c'est ça, le quotidien de ces femmes-là. Nous allons clôturer cette rubrique pas très gaie. Bon, ouais. Mais ce que nous souhaitons vraiment, c'est que la prostitution soit abolie, que ça n'existe plus et qu'on trouve d'autres façons d'avoir des relations sexuelles, que les choses se passent autrement pour les hommes et pour les femmes. Parce que tout simplement, aucune femme, aucun être humain ne peut consentir à sa destruction. Oui. Et la prostituée, on peut pas dire qu'elle consent à sa destruction, elle subit sa destruction tout simplement. Voilà. Nous allons passer maintenant à notre prochaine rubrique, Oliron de la Terre. Qu'est-ce qui se passe dans le monde et Géraldine, tu nous diras un petit peu comment les choses se passent, la situation des femmes, les conquêtes des femmes dans le monde. Oliron de la Terre, merci. Vas-y, Géraldine. Pardon, à toi, je n'avais pas compris que notre rubrique voilà. Alors, en fait, on va faire très vite un rapide état des lieux de la prostitution dans le monde. Donc là, en fait, il y a une première photo qui vous montre la carte du monde. Donc en vert, c'est là où la prostitution est légale et régulée, et en bleu, c'est la prostitution légale mais non régulée. Ce qu'on appelle régulée, ça veut dire que il y a des maisons closes, enfin comme en Allemagne par exemple, où la prostitution est légale et régulée, c'est-à-dire qu'il y a des maisons closes, c'est considéré comme un métier comme un autre, elles sont imposées, etc., etc. Et légal mais non régulé, c'est un peu au regard d'ailleurs là par contre, c'est-à-dire qu'on vous laisse faire, mais il n'y a pas de maison close, on ne sait pas et on ne regarde pas. C'est ça en gros. Donc d'ailleurs dans ces endroits, les activités organisées sont illégales, c'est-à-dire d'avoir des maisons closes, c'est illégal. En rouge, la prostitution est illégale et en gris, on ne sait pas. Donc c'est comme ça, on ne sait pas. Alors en Afghanistan par exemple, la prostitution est illégale. Ceci dit, il y a un truc incroyable, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les mariages temporaires, qui sont en fait une forme de prostitution contre lesquelles les autorités essaient de combattre. Ça veut dire que souvent, parce que les veuves dans ces pays-là, elles n'ont pas le droit de travailler, etc., donc elles crèvent de faim, enfin, faut le savoir. Et donc, elles décident, il y a un monsieur qui arrive et il se marie pour 2 heures, 3 heures, une demi-journée, et puis donc ils couchent ensemble, et après, le monsieur la répudie en lui disant 3 fois qu'il la répudie. C'est formidable, mais c'est illégal, hein, il n'y a pas de prostitution, ça n'existe pas. Donc, et d'ailleurs, quand il l'épouse, en fait, il lui paye une dot. En fait, l'argent qu'il lui donne, les 20 euros, 10 euros, 5 euros, c'est une dot. En fait, c'est pas du tout de la période. Bon, bref. Au Brésil, c'est légal. Donc, il n'y a pas de. La prostitution est galopante, y compris la prostitution enfantine. Elle est très, très forte. Mais il y a les maisons closes sont interdites. Alors, au Nigeria, là, ça fait froid dans le dos. Elle est légale au Nigeria. Et pour les gens qui ont à partir de 14 ans, tout va bien. Si vous avez 14 ans, va bien, mais on n'a pas le droit de faire la promotion de la prostitution. C'est-à-dire qu'en gros, non seulement vous avez 14 ans, mais en plus vous n'avez pas le droit d'être dans la rue et de faire du racolage, puisque vous faites de la promotion. Donc en plus, les policiers vous traquent
vous extorque un petit peu d'argent, vous viole au passage. Enfin, le Nicaragua, c'est la fête pour les prostituées et les jeunes prostituées en particulier. Non, le Nicaragua. Je dis le Nigeria, excusez-moi, c'est le Nicaragua, où c'est 14 ans. Alors, la prostitution, le Nigeria, c'est pas la fête aussi. Alors, parce que là, c'est illégal, mais le problème, c'est qu'il y a un vrai problème avec la police qui traque les prostituées partout, et donc, en fait, le vrai trafic est organisé par les policiers, donc ça, c'est la fête. Alors, je vous passe tous les états où il y a la charia, parce que là, la charia, c'est évidemment, la prostitution est censée être illégale, etc., mais où toute situation où les femmes sont dominées, c'est épouvantable, donc c'est illégal, et si elles sont prises à des mariages temporaires, etc., elles sont lapidées, c'est chouette, c'est formidable. Alors, à côté de nous, à Sainte-Lucie, c'est illégal aussi, hein, mais c'est pareil, ça bat son plein. La carte numéro... À Sainte-Lucie, il y a eu de gros problèmes de viol récemment, d'adolescentes et de femmes. Alors, à Sainte-Lucie, en fait, tout le monde sait mieux parce qu'on a violé une femme de 97 ans, comme si 97 ans c'était scandaleux, mais 18 ou 20 c'est normal, c'est pas grave. Il y avait 2 adolescentes que ça a été aussi. Oui, mais c'est le viol est endémique, donc en fait, c'est ce que dénoncent les organisations féministes, c'est qu'il y a un viol, il a fallu que 2 jeunes filles et une très vieille dame soient violées pour que tout le monde s'émeuve, mais en gros, si vous avez entre 18 et 45 ans, c'était dans l'indifférence générale. Donc c'est quand même assez, moi je trouve ça assez terrifiant. Alors, de façon générale, je ne vais pas revenir sur l'Europe, la carte de l'Europe, on passe très vite, de toute façon, voilà. Alors, vous voyez sur la photo qui arrive, on voit une jeune participante, ça se passe au Brésil, d'une émission de cuisine. Et dans cette émission de cuisine, donc genre Masterchef, etc., et c'était une émission réservée aux adultes, et il y avait cette jeune fille qui a 14 ans, etc., qui était en train de remporter le concours. Et en fait, il y a eu un assaut de tweets, de choses monstrueusement sexistes. Moi je suis pour que la pédophilie devienne légale. Elle a 12 ans, pardon. Oh non, attendez, il faut en faire une star du porno, là. Elle est tellement sexuelle, sensuelle, regardez cette bouche. Oh là là, quand elle fait la cuisine, moi je bande. Voilà, donc quand elle fait la vaisselle, moi je bande. Donc elle a 12 ans, hein, la petite fille. Donc ça, tout d'un coup, les femmes ont réagi. Et alors, au Brésil, à l'heure actuelle, là, maintenant, il y a eu des grands débats. Donc, il y a eu des grandes manifestations. C'est-à-dire, il y a eu des grandes manifestations, les femmes ont réagi instantanément sur les médias, etc. Et tout d'un coup, on a commencé à parler du harcèlement que vivent les Brésiliennes au jour le jour. Et il y a eu des témoignages de plus en plus spontanés. Et du coup, ce qui était au départ un peu ignoré par les médias a été évidemment, ça fait vendre. Donc les médias s'en occupent tout d'un coup. Et donc, il y a eu des grands débats, des grands talk-shows. Voilà. Et il y a 82 000 histoires qui ont été comme ça. Voilà. Donc ça devient un sujet au Brésil. Donc c'est une bonne idée. Et enfin, la dernière photo, là, c'est la COP. Vous savez qu'il y a le COP 21, c'est-à-dire que c'est la conférence pour le climat de Paris, qui va se tenir du 30 novembre au 11 décembre au Bourget. Donc les féministes s'engagent. Pourquoi ? Parce que comme en fait, les femmes qui constituent les 2/3 des personnes en situation de pauvreté sont celles qui sont le plus impactées par les changements climatiques, puisque la sécheresse, les problèmes liés à l'agriculture. Qui vont chercher de l'eau à des endroits très loin. Exactement. Et donc, toute la baisse des ressources premières et les transformations climatiques, c'est elles qui le payent. Donc, elles vivent les inondations, etc. Dans le milieu rural, effectivement, comme c'est elles, dans beaucoup de pays qui sont aux premières loges, elles vivent aussi ça. Et donc, les femmes, on considère, en fait, il y a un groupe qui s'appelle Women Gender Constituency qui regroupe des ONG et des réseaux de femmes féministes qui demandent à ce qu'il y ait une analyse de genrée des effets du climat, c'est-à-dire voir quel impact ça a sur les femmes et de traiter de façon spécifique un certain nombre de groupes, dont les femmes, qui sont victimes de cette sécheresse, plus que les autres, parce qu'elles sont des femmes. Et en France, il y a aussi la Marche mondiale des femmes qui s'est emparée de ce sujet. Et en France, en Europe, il y a aussi un grand mouvement sur les conséquences du climat sur les femmes, les féministes. D'ailleurs, il devait y avoir une manifestation, mais enfin, avec les événements, je ne sais pas comment ça s'est passé. Voilà. Nous n'irons pas plus loin sur cette rubrique. Merci Géraldine. Et puis pour terminer, nous allons vraiment vous offrir un petit moment de bonheur. Nous allons vous présenter une jeune femme, Audrey Pamphile, qui va dire un texte magnifique qui a été écrit par Ina Césaire, qui est la fille de Suzanne aussi Césaire et d'Aimé Césaire. Et voilà, ma mère, c'est un hommage à sa mère. Ina rend hommage à sa mère. Et
Audrey le dit merveilleusement bien. Donc écoutons-la dans notre rubrique Femme qui a dit, Femme qui a chanté, Femme qui a parlé, c'est la rubrique culturelle. Couleur ambre, au regard lumineux, au teint clair de chabine dorée, à la longue silhouette gracile, aux cheveux électriques qu'elle aimait déployer pour nous amuser, nous ses enfants, avant d'y glisser son peigne en fer pour y faire jaillir des étincelles. Ma mère aux mains effilées de pianiste sans piano, et sans se consumer entre ses doigts fuselés la fumée bleue de sa cigarette anglaise interdite. À l'époque, aucune autre mère ne fumait. Et aucune autre mère ne lisait Tchekhov en prenant son café du matin. Ma mère aussi élégante dans son simple ensemble bleu tricossard que si elle portait un tailleur Chanel. Ma mère assise près de nos lits à la tombée de la nuit. Villa Week-end, Petit Clamart, pour nous conter l'histoire éternelle, celle de Koulivikou, qui n'avait pas de fin et dont elle inventait la suite chaque soir. Ma mère militante, avide de liberté, sensible à toutes les douleurs des opprimés, rebelle à toutes les injustices, éprise de littérature et férue d'histoire, nous imposant le silence lorsque mon père travaillait, écrivant inlassablement de sa mystérieuse écriture sur des feuilles blanches à l'entête de l'Assemblée nationale. Ma mère enseignante appréciée, bien que longtemps surnommée la panthère noire par certains de ses élèves, occupant toutes ses soirées à corriger des copies, souvent agrémentées de dessins par les plus jeunes d'entre nous, ce dont loin de nous gronder, elle s'amusait. Ma mère, active féministe avant la lettre, attentive à chaque progrès de la libération des femmes. Ta génération sera celle des femmes qui choisissent, m'a-t-elle dit un jour. Peu à peu, les contes merveilleux furent remplacés par des récits réels, souvent plus cruels, venus de Martinique et d'ailleurs. J'avais 9 ans lors du procès bordelais des 16 de Basse-Pointe. J'avais 11 ans lors de l'exécution de Julius et Ethel Rosenberg. J'avais 14 ans lors de l'assassinat d'Emmett Till, qui n'avait à sa mort qu'1 an de plus que moi. Ce furent mes premières révoltes politiques. Ma mère qui croyait plus aux luttes qu'aux larmes. Ma mère à l'humour percutant, à la gaieté teintée de mélancolie, à la santé fragile, mais à l'infatigable ténacité. Mon inoubliable mère qui n'a pas pu vieillir. Suzanne Césaire, née Roussy. Maman Suzy. C'est ainsi que nous l'appelions. Texte de Ina Césaire, fille de Aimé Césaire et de Suzanne Roussy Césaire. Ok, alors avant de terminer notre émission, hein, nous allons quand même vous parler de nos projets. Parce que nous, dans cette campagne violence, nous ne l'arrêtons pas là, le 25, mais nous la continuons le 1er décembre. Donc nous serons avec les associations aide sur la question de la journée mondiale du sida. Mais surtout, nous avons un grand rendez-vous le 10 décembre, qui est la journée mondiale des droits humains. Est-ce qu'une de vous peut en parler un petit peu plus? On a réuni plusieurs associations. Bon. Alors en fait, on a réuni plusieurs associations, toujours l'association culturelle ADPKM de Rivière-Pilote, Aide Martinique, Cap Caraïbes, Faire une différence de Steve Gadet. Et puis il y a aussi l'association des Palestiniens qui nous des Palestiniens aussi qui nous rejoignent. Il y a une association dont j'ai oublié le nom de monsieur. L'association des étudiants aussi. Des étudiants, la CASE, absolument. Ouais. Donc on est très content de les accueillir. Et en fait, la journée internationale des droits humains, c'est pour rappeler, donc c'est une journée pour rappeler que les droits humains qui sont essentiels, qui sont l'égalité, le droit à la dignité, doivent on doit être vigilant pour vérifier, pour s'assurer que non seulement ces droits sont appliqués autour de nous, mais qu'aussi nous les appliquons envers les autres. C'est-à-dire que nous sommes dans la non-discrimination, dans la tolérance et dans le respect et dans la dignité des autres. Et nous rappelons que les violences faites aux femmes, c'est le non-respect des droits humains des femmes.
terme et c'est pour ça que nous continuons cette campagne jusqu'au 10 décembre. Alors nous avons un prochain rendez-vous, c'est jeudi, c'est demain. Oui. Demain 26, on se donne rendez-vous sur la place de Schellcher parce que ce rendez-vous aura lieu à Schellcher. Nous avons écrit au maire, nous espérons qu'il a reçu la lettre. Donc on se donne rendez-vous à 18h pour préparer déjà cette manifestation parce qu'il est important de préparer ensemble, toujours dans cet esprit de créer des liens, de comprendre, d'avoir des valeurs communes, de savoir si nous disons la même chose. Des causes communes même. Les causes communes, voilà, c'est comme dit Edoui Plenel, et les causes communes, et c'est vraiment ça le mot. Donc demain 26 à 18h sur la place, on invite aussi des artistes qui ont envie de dire quelque chose, qui veulent jouer pour les droits humains, des personnes qui veulent dire un texte, en fait toutes les personnes qui ont envie vraiment de dire leur ressentiment par rapport à ça, de nous rejoindre. Et la manifestation, c'est... Voilà, parce que le 26, c'est pas la manifestation. Non, c'est la préparation. Le 26, c'est la préparation. Ouais. Donc en fait, on se réunit là parce que, voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre, parce que vous avez envie de participer à ce que nous avons prévu de faire pour le 10 décembre, venez là. Mais ce n'est pas l'événement lui-même, c'est le jeudi 10. Voilà, c'est jeudi 10 à 18h. Voilà. Sur la place de Schellcher. Et vous pouvez aussi nous envoyer un mail sur notre page Facebook pour nous dire que vous ne pouvez pas venir jeudi, mais que vous êtes intéressés, que une association. Alors il y a aussi les associations de personnes porteurs d'handicap, de porteurs et porteuses d'handicap, toutes les associations sur le logement, sur la question de l'eau, qui défendent les syndicats. On sollicite vraiment tous les gens, toutes les associations, les organisations qui défendent des causes, et les causes communes, bien entendu, et puis des individus qui sont des citoyens, des citoyennes qui ont envie de s'engager sur cette question. Voilà. Alors à bientôt et puis merci beaucoup et à notre prochaine émission en décembre et on va fêter Noël ensemble. Allez, au revoir, bye bye. Merci.